On est très content de vous avoir là. Vous avez bien fait de venir à cet atelier qui va être un petit peu différent des autres dans la journée, où on vous présente des outils, des méthodes, des techniques, peut-être, pour parler de responsabilité. Mais nous, on avait envie de vous parler d'amour, dans la disposition et dans la définition et disposition à vouloir le bien, se dévouer pour autrui. Et l'hypothèse qu'on a prise, en fait, c'était de dire, est-ce que finalement, dans des entreprises à la base de tout, avant même de parler de RSE, de développement durable ou autre, il n'y a pas cette bienveillance, cette empathie, ce fait de se dévouer pour les autres, qui fait qu'on obtient des résultats et on arrive à avoir des entreprises qui marchent bien, qui sont rentables et responsables. C'est une conférence qui vous est proposée par les membres de la communauté Lucie, dont je vais dire quelques mots à présent. Donc quelques mots sur... vous vouliez revenir en arrière? Voilà. On vous enverra la présentation, donc vous n'avez pas besoin de prendre des photos de chaque écran. Si vous êtes inscrit, on vous l'enverra. Voilà. Donc, quelques mots sur Lucie. Aujourd'hui, label RSE de référence en France, et même un peu en Europe, puisqu'on est aussi au Luxembourg et en Belgique, à peu près 200 structures qui sont labellisées ou en cours de labellisation. 10 ans d'existence, partenariat avec Vigeo, Eris et Bureau Veritas Certification. Plus de 300 audits réalisés depuis 2007 et puis, comme vous le voyez, plus de 100 spécialistes de la RSE impliqués. L'esprit Lucie, c'est vraiment de passer d'un ressenti de la RSE comme quelque chose de négatif, de difficile, de compliqué, peut-être d'inutile et pas rentable, à une expérience par la mise en œuvre d'une démarche de progrès RSE, de voir que finalement, c'est peut-être pas si compliqué, c'est peut-être utile, c'est peut-être sympa, et c'est vraiment bien pour l'entreprise. Aujourd'hui, donc à peu près 200 structures présentées. Vous avez les logos ici, si vous voulez venir voir par la suite, dans toute la France, ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg. Ce sont des démarches de progrès qui sont basées sur l'ISO 26000, qui comporte, comme vous le savez, 7 grandes thématiques, les grandes thématiques de la RSE. Une norme ISO 26000 qui est sortie en 2010, fin 2010, et sur laquelle nous on insiste beaucoup sur la notion de dialogue avec les parties prenantes, puisque au-delà de parler des thématiques, c'est aussi la manière dont on les aborde et avec qui on les aborde qui va faire la différence, qui va faire qu'on a une démarche de RSE qui tient plus ou moins la route. En tout cas, l'idée, c'est d'aider les entreprises à être rentables, responsables avec leurs clients, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, leurs partenaires, leurs salariés, l'environnement, etc. Et donc, on a coutume de dire chez Lucie que la RSE, c'est l'huile dans le moteur de l'entreprise. Que finalement, toutes ces parties prenantes, c'est autant de rouages, de pièces du moteur. Et que quand elles fonctionnent toutes bien ensemble, qu'elles sont bien réglées, qu'elles sont bien huilées, on a un moteur qui tourne bien, qui tourne longtemps, qui donne le meilleur rendement, qui ne tombe pas en panne, qui ne pollue pas, et donc qui atteint exactement son objectif, et même au-delà. Alors, c'est de l'huile, mais finalement, c'est aussi un peu de l'amour. Et pour vous parler aujourd'hui d'amour, 3 représentants de la communauté Lucie qui vont se présenter, alors avec une représentante, Hélène Caron-Bloch de TIPCO, qui est à distance à cause de la grève de SNCF, qui nous parle de Nantes, mais dont la voix devrait vous parvenir dans quelques instants. Hélène, tu es là? Je suis là. Voilà. Bonjour à tous. Tu peux dire 2 mots sur TIPCO et toi-même? Oui, donc je suis Hélène Caron-Bloch, donc je suis directrice communication de TIPCO depuis plusieurs années maintenant, et depuis 3 ans pilote de la démarche RSE. Et on a coutume de dire chez TIPCO qu'on est fan des tips. Les tips, ce sont les 1300 collaborateurs de TIPCO, et donc ça fait un petit peu cette notion de fan des tips, écho à notre devise qui est bien vivre le numérique, puisque notre métier, avant tout notre mission, c'est de prendre soin des infrastructures numériques de nos clients et surtout de leurs utilisateurs pour qu'ils retirent le meilleur de leur système d'information. Voilà. Donc on a la bienveillance comme un axe bien posé dans notre stratégie et qui résonne aussi avec le fait de dire qu'on préfère faire mieux plutôt que plus. Super. Merci Hélène. Alors, Olivier, qui nous vient de La Rochelle, pour Corollo. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Donc Corollo, comme la compagnie rochelaise du logiciel, dont j'ai le plaisir d'être le créateur et le pilote. Cette entreprise, en fait, est une entreprise beaucoup plus petite, est une entreprise de 12 collaborateurs qui a fait un choix particulier il y a quelques années qui était de déménager complètement de Paris à La Rochelle
sauf nos clients, donc on va les trouver ailleurs. Et on intervient dans un domaine qui est dans deux domaines qui sont tous les deux entraînés par la volonté de laisser une trace positive. Un domaine qui est celui de l'emploi des travailleurs handicapés, la prévention en fait de l'évolution vers les licenciements pour inaptitude, avec des outils de gestion dédiés à cela. Et puis un autre domaine qui est celui de la traçabilité, la recherche et la sortie de marché des produits défectueux. Sujet dont on a beaucoup parlé récemment dans le domaine du lait infantile. On est basé à La Rochelle, nos clients sont partout et je vous parlerai dans quelques instants de ce qui nous a amené à faire ce choix et effectivement il y a de l'amour dans tout ça. Merci Olivier. Yveline Pouillot, de la société GmbH, groupe Walter Alignal, c'est ça? Oui, merci Bruno. Bonjour à tout le monde, bravo. Donc moi je suis la secrétaire générale du groupe GmbH, qui est donc un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Et on est depuis 10 ans, ça fait 10 ans exactement cette année qu'on est dans une démarche de responsabilité sociétale au niveau interne, donc pour notre groupe. Et donc, depuis quelques années après qu'on se soit fait labelliser Lucie, donc en 2012, on a aussi développé des missions auprès de nos clients, des missions de conseil dans les démarches de RSE. Voilà. On est un groupe, on est installé sur Paris et région parisienne, et on est 140 collaborateurs et associés confondus. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, maintenant que les présentations sont faites, on peut parler d'amour. Et en fait, on a décidé de vous parler de cet amour au sens large, d'empathie, de bienveillance, de ce qu'on peut faire de bien pour les autres sans forcément attendre quelque chose en retour tout de suite, mais qui va souvent se produire, sous l'angle des parties prenantes. Alors on ne pouvait pas tout traiter en 45 minutes, on a dit qu'on allait parler bien sûr des collaborateurs, bien sûr des clients et puis des fournisseurs. Et je demanderai donc à nos trois intervenants à chaque fois, quand ils interviennent, de dire un petit peu quelle était la situation qu'il y avait avant, une situation existante, et puis une réflexion qu'ils ont eue en disant tiens, si on mettait un peu d'amour là-dedans, une action qui s'en est suivie et quel résultat il y a eu derrière pour que tout le monde comprenne bien le processus qui vous a amené à dispenser tout ce bien-être et cet amour. Et on va peut-être commencer par parler d'amour et d'argent. Alors ça ne fait pas forcément bon ménage, mais Yveline, tu as un truc à nous raconter là-dessus, en parlant des collaborateurs. Quelque chose que vous avez fait par amour? Oui, je pense qu'on peut parler d'amour. En fait, si on se dit que la relation amoureuse, c'est aussi faire des cadeaux et ne pas attendre forcément en retour, mais pouvoir donner. Non, en fait, blague à part, quand on s'est lancé dans la démarche RSE, enfin juste avant qu'on se lance dans la démarche RSE, on avait déjà un intéressement dans le cabinet, et cet intéressement était au prorata des salaires. Donc, plus on était payé, plus on avait une prime d'intéressement intéressante, et voilà, et les autres moins. Et c'est vraiment au moment où on s'est lancé dans cette démarche qu'on s'est dit, c'est quand même tout à fait injuste, et on devrait avoir un intéressement égalitaire. Donc, on a proposé ça à l'ensemble des salariés, c'est très bien passé, ce qui est logique pour ceux qui, effectivement, en ont bénéficié, mais ça aurait pu être vu de façon différente de la part des autres, et curieusement, non, tout le monde s'est dit, mais c'est quand même incroyable qu'on n'y ait jamais pensé avant. Et là, d'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose, c'est que je pense que les démarches RSE et la formalisation aussi des démarches, donc les réflexions qu'elles amènent forcément partie prenante par partie prenante, permettent d'arriver à des conclusions de ce genre. Donc on n'y avait jamais pensé, personne n'y avait jamais pensé, personne n'avait jamais donné cette idée, et parce qu'il y a eu la RSE et un petit peu d'amour avec la RSE, on s'est dit c'est quand même logique en passant à un intéressement égalitaire, donc ça fait 10 ans, donc on est toujours dedans. Voilà. Et est-ce que tout le monde a très bien vécu ça? Ah oui, tout le monde. Hein. Oui. Même ceux qui ont perdu dans l'histoire? Complètement. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été remis en cause depuis, donc personne n'en reparle. Enfin, tout le monde trouve ça normal. Excusez-moi, égalitaire, c'est 100% sur le temps de présence ou c'est 50% salaire et 50% temps de présence? Qu'est-ce que vous appelez égalitaire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un montant global en fonction du chiffre d'affaires qui est défini pour l'intéressement pour les salariés. Et là, c'est exactement le même montant qui est donné à chacun, juste au prorata du temps de présence, effectivement, ceux qui sont à 80% ou 80%, et voilà, c'est tout. Voilà. On va faire les petits témoignages, puis on va faire une petite série de questions juste après. Hélène, tu es toujours là? Je suis toujours là, et je voulais rebondir sur ce que présentait Yveline, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place chez TIBCO, ce principe d'intéressement égalitaire. Et effectivement, quand l'intéressement est déclenché parce qu'on a obtenu des bons résultats au niveau du groupe,
sur un certain nombre de critères qui ont été définis dans le contrat, et bien l'intéressement est partagé, ou l'enveloppe d'intéressement est partagée effectivement également au rata du nombre de personnes en fonction du temps qu'elles ont passé à l'entreprise. Et c'est pareil chez nous, j'ai envie de dire, il n'y a pas de remise en cause de ce principe qui doit dater d'il y a deux contrats, donc pratiquement 6 ans. Ouais, très bien. Alors je précise pour les gens qui sont dans la salle, on n'a pas d'autre slide que celui-là en fait. C'est vraiment une conférence tout à fait auditive et basée sur les témoignages. Donc voilà, vous allez avoir l'occasion de réagir juste après. Peut-être Hélène, tu peux nous dire ce que vous avez offert à vos collaborateurs par amour? Point d'interrogation. Voilà. Alors j'aurais peut-être pu parler du massage, de notre salle de pause, etc. Mais ça, c'est des choses qui commencent à être bien diffusées dans les entreprises. Ce que je voulais partager avec vous, en fait, c'est un programme qu'on a mis en place depuis 1 an, dans le cadre de la réalisation de nos objectifs ou nos engagements d'amélioration de politique RSE. On s'est dit, ok, on est labellisé Lucie, super, maintenant on a pris 70 engagements, on y va. Comment on les met en œuvre? Est-ce qu'on fait un appel au volontariat? Sur la base des volontaires, on crée des gros projets qui vont travailler pendant 18 mois ou un peu plus, au risque peut-être de s'essouffler pour certains. Ou est-ce qu'on prend ça sous un autre angle? Et finalement, on a décidé de prendre ça sous l'angle du plaisir. Et on a monté donc un programme qui s'appelle Tips on Air. Et donc l'objectif le mode de fonctionnement de ce programme, c'est 9 sessions réparties sur l'ensemble de notre territoire, auxquelles on invite donc ceux qui le souhaitent, les volontaires dans les 1300 tips TIPCO, à participer. Donc il y aura 9 sessions, la dernière aura lieu le mois prochain à côté de Nantes. À chaque fois, on a entre 15 et 20 tips qui sont à chaque fois différents. On se réunit pendant 24 heures, c'est 24 heures en mode collaboratif, donc assez intense. On a choisi des lieux qui sont propices à la déconnexion, qui sont chaleureux. On a vraiment envie de les chouchouter pendant ces 24 heures, et on les chouchoute pendant les 24 heures. Donc on est allé à Gérardmer, on est allé au Cap Ferret, à Saint-Malo, voilà, que des lieux qui donnent envie. Et au-delà du programme de travail qui est vraiment en mode intelligence collective, où donc chacun est appelé à contribuer avec ses propres idées, à échanger avec des gens qui ne côtoient pas ou rarement, qui sont soit des tips d'autres filiales, d'autres agences. Donc au-delà de ce travail où on apprend ensemble à s'exprimer ensemble, à s'écouter avec bienveillance, mettre en pratique les bonnes pratiques. On accorde aussi un temps important à tester d'autres choses, à explorer d'autres méthodes comme une bonne balade le matin très tôt, des échauffements, aller respirer dans la nature, etc. Et comme finalement tout ça s'est fait dans vraiment un climat de sincérité et puis chacun peut s'exprimer, on a des gens qui au départ arrivent un petit peu dubitatifs, ils se disent où est-ce qu'on veut m'amener là, dans quoi je suis arrivée, et puis qui repartent tous enthousiastes. Et les 2 meilleures preuves que j'ai que c'est vraiment positif, ce climat d'amour, de bienveillance dans lesquels on se met à travailler, c'est que effectivement ceux qui arrivent des fois dubitatifs repartent en étant ambassadeurs de la cause sur laquelle ils ont travaillé, l'engagement sur lequel ils ont travaillé pendant ces 24 heures. Et puis c'est aussi et surtout, je pense, les merci vraiment sincères auxquels on a le droit quand les 24 heures sont terminées, avec des gens qui sont vraiment contents d'être là, reposés, même si on a beaucoup travaillé, reposés intellectuellement, d'être venus et d'être là, contents d'être fiers d'être. Ok, merci Hélène. Donc c'est un séminaire, mais plus avec beaucoup plus de bienveillance dedans, on peut dire ça? Oui, parce que c'est pas l'argent, enfin c'est pas le budget qu'on y met qui compte, c'est vraiment l'ambiance qu'on crée autour de ce séminaire avec vraiment la bienveillance, la sincérité, le fait de s'écouter, d'apprendre à se connaître les uns les autres en profondeur un petit peu, voilà. Ok. Alors merci pour la transition sur l'ambiance, parce qu'en fait on a ici quelqu'un qui a offert un autre cadeau à ses salariés. Il leur a offert la mer en fait, un peu de choses près. Donc c'est une expérience assez originale. Tu peux nous raconter, Olivier? Oui, elle n'était pas absolument unique non plus, mais oui, l'histoire de l'entreprise, qui ne s'appelait pas à l'époque la compagnie rochelaise du logiciel, c'est déjà qu'avant ce projet qui date de 2012, l'implantation à La Rochelle, j'avais eu l'occasion de beaucoup travailler au sein d'un mouvement patronal qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, sur la manière de construire durablement une équipe et de s'appuyer véritablement sur elle pour dépasser des objectifs, mais construire quelque chose de durable.
Et je pense que la plupart des gens ici qui sont à Paris, j'étais parisien pendant 18 ans, se posent à un moment ou à un autre la question de ma vie est-elle possible ailleurs? Elle l'est, c'est pas toujours évident à monter, à réaliser, ça demande pas mal de préparation, mais j'ai songé comme beaucoup à dire tiens, moi je vais partir, et j'ai une équipe qui était un peu plus petite, qui comptait 6 collaborateurs à ce moment-là, et comment faire pour que ça continue bien et que ça soit pas le cauchemar que certains rencontrent. Finalement, je fais beaucoup trop de trajets, beaucoup trop d'allers-retours, et puis les couples en pâtissent, etc., etc. Donc, je n'avais pas de lien particulier avec le territoire de La Rochelle, avec la Charente-Maritime, mais j'y suis allé en vacances à l'été 2011. Et après un projet d'expatriation qui n'avait pas fonctionné, j'ai envisagé d'un seul coup, donc ce n'était pas un coup de tête, mais un coup d'amour véritablement pour ce territoire, de dire à mes collègues, venez avec moi, partons. Et je leur ai proposé de passer un week-end, pourtant à une époque pas forcément la plus agréable, en plein mois de novembre, beaucoup de brouillard. On a passé un week-end sur le territoire et je leur ai donné une semaine pour dire est-ce que vous suivez. Et sur les 6 qui travaillent avec moi, 4 sont venus. On n'a forcé personne, on a fait en sorte de conserver toute la possibilité de travail pour les Parisiens. Simplement, du jour au lendemain, le centre de gravité de l'entreprise a basculé à La Rochelle. C'est depuis, donc, quand je dis un coup d'amour pour le territoire, c'est que c'est un territoire qui est très ouvert sur l'innovation sociétale, l'innovation environnementale. On y a trouvé un terrain de développement très intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est que depuis bientôt 6 ans que les choses se sont faites, je n'ai eu qu'un seul départ. Et dans le secteur informatique, du développement logiciel, on a un turnover moyen dans le secteur qui est beaucoup plus important que ça. Et c'est finalement la plus grande réussite, c'est d'avoir conservé tout ce capital humain. Il y a quand même malgré tout une limite sur le sujet, c'est que j'ai perdu les salariés parisiens. Donc ça nous rappelle quand même malgré tout que le management direct est important et que loin des yeux, un peu plus loin du cœur, quand bien même j'ai pu essayer, j'aurais préféré conserver ces membres de l'équipe jusqu'à présent. Ok, merci beaucoup. On va prendre 3 minutes de questions, si vous voulez. Madame là-bas. Une semaine pour choisir de déménager, c'est un peu court, non? Absolument, c'est vrai. Mais je pense que ça faisait partie du... Je pense que c'était un projet sur lequel... C'était une semaine pour choisir après le voyage de reconnaissance offert par l'entreprise. On en avait parlé pendant 1 mois et demi, 2 mois avant. Cela étant dit, je pense que c'est quelque chose en fait qu'on fait rapidement ou qu'on ne fait jamais. J'avais une facilité aussi à ce moment-là, c'est que les collaborateurs que j'avais étaient pour la plupart sans attache matérielle ou affective compliquée à déplacer. Autrement dit, le suivi de conjoint n'est pas un sujet toujours simple en fait quand on choisit de faire ce genre de choses avec son entreprise. Merci. Une autre question? Un autre point? Oui, non? Ça vous paraît normal? Tout ça? L'histoire d'amour avec vous alors? L'histoire d'amour, elle est résolument dans le fait que les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui sont des gens, et là j'ai pas la prétention de donner des leçons de succès universel de ce type de projet, puisque je m'interroge beaucoup sur la faisabilité. Si l'entreprise avait été un peu plus grande, j'avais une fenêtre de tir pour le faire aussi rapidement, et je pense que c'est plus compliqué quand on est une équipe plus importante. À ce moment-là, en fait, on s'est un peu déclaré notre amour en fait en tant que collaborateur, puisque les gens sont là, j'ai une très grande confiance en eux et ils m'ont fait confiance, une confiance qui va un peu au-delà de la moyenne de ce que l'on voit, je pense, dans les entreprises. Et puis cet amour aussi, c'est celui du territoire qui nous a accueillis, où pour le coup, je veux dire, c'est un territoire. Alors, je vous invite à venir nous y rencontrer. Si vous passez à La Rochelle, vous pouvez chercher sur Google la compagnie rochelaise du logiciel, à venir nous voir au minime. Véritablement, c'est un territoire dans lequel tout n'est pas facile. L'emploi, l'économie n'est pas forcément évidente, mais la plupart des gens qui choisissent d'y venir et qui y restent, c'est pour une certaine qualité de vie. Et c'est un territoire sur lequel, probablement parce qu'on a l'océan derrière, je veux dire, on a un sentiment chaque matin quand on se lève d'immensité, de champ des possibles sans limite. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Evelyne ou Hélène, ou alors on passe aux clients? Une question? Oui, pour Hélène. Une fois ces 9 ateliers, je vais les appeler comme ça, 9 ateliers passés avec ces 20 personnes, comment est diffusé le travail au sein des 1300 tips?
Tu as entendu la question? Comment ça remonte derrière? Tu as entendu la question? La question, c'est comment ce qu'on a produit remonte auprès des autres collaborateurs? Voilà, après les ateliers, oui. Alors des fois ça remonte, des fois ça remonte moins bien. En fait, ce qui est très intéressant, je vais prendre quelques exemples. La première sélection qu'on a menée, c'était les sujets, c'était autour du dialogue social notamment, et puis notre sujet c'était autour du handicap. Et le troisième sujet qu'on a traité ce jour-là, c'était notre engagement dans l'intérêt général, écrire une politique. Pour le premier sujet qui était le dialogue social, une des décisions du groupe, parce que quand le groupe, on lui a donné les clés, ça c'est aussi peut-être un des éléments phares de ces groupes-là, c'est que la direction est venue, elle a dit vous avez les clés, les décisions que vous prendrez aujourd'hui, on mettra en œuvre. C'est une preuve de confiance, et puis ça ne va pas jusqu'à l'entreprise libérée, mais on est quand même dans cet esprit-là. Et donc on a recruté un jeune contrat de qualification qui est arrivé en septembre et dont la mission était de mettre en œuvre donc, un des outils qui avait été décidé par le groupe, qui est la TIPS TV. TV interne de diffusion de sujets, qui est d'ailleurs un des médias pour faire remonter les décisions ou les sujets qui ont été partagés par les groupes qui ont suivi. Un deuxième exemple, c'est notre politique d'intérêt général. On l'a écrite sur place et elle a été diffusée, elle a été transformée en un beau schéma, un beau dessin par une des participantes. Et ce sont devenues des affiches qu'on a diffusées sur l'ensemble du site. Et puis il y a notre réseau social interne, Yammer. Merci beaucoup. Donc des fois ça remonte moins bien. Mais là c'était des sujets qui s'y prêtaient bien. Ok, je pense qu'on a compris. Merci beaucoup. Passons aux clients un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait chez GMBA pour les clients? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait avec finalement des résultats que vous attendiez pas? Alors, nous les clients, évidemment, on les aime. Hein. Tout le monde aime en général. Quand ils payent simplement, non? Et donc, en fait, il y a quelques années, on s'est lancé dans quelque chose qui nous a bien amusé et qui a beaucoup, beaucoup plu. Et je crois aussi que là, on peut parler d'amour parce que c'était un vrai cadeau. Donc, on a fait un cadeau, mais pas un cadeau traditionnel, un objet publicitaire ou des invitations comme on peut en faire. Là, en fait, on a acheté des places. On est un cabinet spécialisé dans les activités culturelles et artistiques. Ça fait partie de nos spécialités. Et donc, même si c'est pas la seule. Et donc, on a acheté des places de théâtre, de concerts et pour des ballets aussi à nos clients. Donc, et on en a acheté en grande quantité. Donc on a fait très plaisir à nos clients en leur achetant évidemment des places de théâtre, enfin des places théâtre, musique et danse. Donc on a quelques gros clients et on a des clients moins connus. Donc on a pris un petit peu dans tous les côtés parce qu'on ne voulait pas non plus faire un peu de discrimination, mais bon voilà. Et ensuite on a offert ces places à l'ensemble de nos clients, de tous les autres clients. Et donc, alors ça a été un grand mailing et on leur a dit, voilà, on vous offre tant de places, maintenant, voilà, il faut répondre les premiers. Bon, c'était quand même limité. Et voilà. Donc, on a fait un très gros cadeau à nos clients en achetant des places et puis on a fait un beau cadeau aussi aux autres en leur offrant des places pour les spectacles de leur choix. Parce que le Padel était vraiment très, très grand, donc ils avaient vraiment le choix. Voilà. Alors, ça s'est très bien passé, ça a eu beaucoup de succès. On a eu plein de remerciements, etc. C'était vraiment très bien. La seule chose, c'est qu'on a été vraiment victime de notre succès parce que je n'y avais pas pensé. Et moi, je me suis transformée pendant 2-3 jours. J'étais une agence de billetterie. Donc, et ça, je n'avais absolument pas. Je ne pensais pas du tout que les gens, comme quoi, il y a des mails qu'on ouvre, on dit les gens n'ouvrent plus les mails, etc. Ben, je peux vous garantir que là, les mails, ils étaient ouverts et qu'immédiatement, ils prenaient le temps de cliquer, de choisir et tout ça. Ils me donnaient la date et l'heure et voilà. Et ça a été bon. On a été quand même très contents. Quel résultat concret pour l'entreprise de cet acte au début, pas forcément intéressé, en tout cas pour faire plaisir, mais pas en attendant. Franchement, c'était pour faire plaisir. Bon, ça nous faisait plaisir aussi de faire ça, et donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des résultats concrets. Bon, après, on peut toujours se dire que tout ce qu'on fait auprès des clients, ça amène quand même une certaine fidélité, ça crée du lien, on en rediscute avec eux quand on les voit, etc. Donc c'est toujours intéressant. Mais bon, il n'y a pas de résultat palpable. C'est plus dans la qualité de la relation client. Ouais. Très bien. Merci. Olivier, un exemple chez Corollo? Je dirais que l'exemple, alors si on reste sur la thématique de l'amour, c'est que l'amour souvent c'est donné sans forcément d'objectif immédiat, je dis moins fort, de recevoir.
Et je pense, alors certains pourraient appeler ça de la mauvaise gestion, mais jusqu'à présent, on est là, effectivement, on gagne de l'argent, on a grossi un petit peu sur une croissance maîtrisée. Donc je disais, l'équipe, on était 6, on est 12, bientôt 14 dans l'entreprise. Et je pense que mes plus belles histoires, elles s'appuient, elles démarrent sur ce que j'appelle un peu des histoires d'amour professionnel, qui s'appuient non pas sur les entreprises, mais véritablement sur des gens à qui parfois je peux avoir vendu quelque chose, mais quelque chose de petit. Et pendant un temps qui est parfois long, j'ai donné, en fait, sans avoir ni d'outil de CRM pour calculer le temps passé dans le stage du pipe, etc., etc. Mais véritablement en me disant, je construis quelque chose avec cette personne et je sens que cette personne, elle a quelque chose de différent. Et ça a été le cas, en fait, avec deux clients majeurs qui sont notamment des intervenants, je crois, aujourd'hui dans la distribution avec Carrefour, et puis dans la banque avec BNP Paribas, des gens que j'ai connus pendant plusieurs années, à qui j'ai rendu de nombreux services, sans jamais en attendre des choses. Et un jour, j'ai été récompensé de cela. Et je crois qu'encore une fois, toujours avec la modestie de se dire que c'est possible dans les TPE, PME, je ne sais pas, mais je rêve que ça le soit en fait de manière plus universelle dans le monde de l'entreprise. Ce qu'on a réussi, c'est avant tout sur un capital confiance, à un moment donné entre deux personnes, et puis ça se propage, et après ça nous survit. Et maintenant, aujourd'hui, je ne m'occupe plus du tout de ces choses-là. C'est quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Donner sans attendre de recevoir, mais parfois on reçoit plus que ce qu'on a donné. En conclusion, on peut dire ça? Absolument, aujourd'hui c'est le cas, j'espère quand même que ça durera. Des réactions dans la salle ou des questions par rapport à ces deux témoignages? Quelqu'un voudrait intervenir là-dessus? Donc, voilà. Donner à des clients, à des contacts finalement sans attendre en retour, ou bien offrir des choses à ses clients? Chez nous, ce qui est un peu souvent l'alpha et l'oméga dans le service informatique, c'est les feuilles de temps facturées du temps homme, etc. Il n'y a aucun relevé, aucun temps qui est fourni, rien. Donc c'est-à-dire que ça ne s'applique pas, c'est pas moi qui dis ça, c'est tous les gens de l'équipe ne justifient pas leur temps. D'accord. Des réactions? Des commentaires dans la salle par rapport à ça? Oui. Comment vous basez votre facturation? Alors, je base la facturation sur un prix projet global qui est estimé, et pour le coup, comme on a de l'antériorité, je revendique une expertise dans les sujets dont on s'occupe, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas au sens où la différence entre le prix et la valeur, etc., ce qui est proposé, à un moment donné, nos clients, heureusement, top dans la main, nous aussi on top, et parfois on perd, parfois on gagne, et là pour le coup on n'a rien inventé sur le sujet, on gagne un peu plus souvent, mais le fait de ne pas avoir le regard sur le compteur fait qu'on se donne sans compter. Et pour le coup, comme le client est satisfait, et ne rechigne pas, le cas échéant, à repayer un petit peu plus au bout d'un certain temps, sans qu'on ait besoin de se justifier tout simplement. D'autres remarques, réactions, points? Alors moi j'ai une petite question. Du coup, quelle différence vous faites entre, là c'est pour vous trois, hein, quelle différence entre amour et RSE finalement? Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une démarche de RSE en plus, ou il suffit d'être finalement quelqu'un de bien, un bon dirigeant avec des gens bien câblés, généreux, bienveillants, empathiques, et finalement pas besoin de RSE? Parce que finalement ça va peut-être intéresser les gens dans la salle, ça. Moi, si je peux me permettre, moi, je pense que c'est indispensable que le dirigeant soit correct, quelqu'un de bon, enfin les dirigeants, et qu'il ait lui-même ou qu'ils aient eux-mêmes une capacité d'amour vis-à-vis des autres pour se lancer dans une démarche de RSE. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, c'est quand même pas la même chose, et personnellement, je pense que la démarche de RSE qui formalise les choses et qui permet vraiment de réfléchir sur le court terme, le moyen terme, le long terme, sur la relation avec les parties prenantes et toutes les améliorations, enfin les engagements qu'on peut avoir et les améliorations à faire, c'est indispensable. L'amour, aussi beau soit-il, du dirigeant pour ses clients et ses salariés, ça ne peut pas suffire, quoi. Voilà. Puis en plus, il y a d'autres parties prenantes et on les oublie si on n'est pas dans une démarche RSE. Est-ce qu'on peut aller trop loin par amour, en oubliant un petit peu de structurer la démarche? Est-ce qu'on peut être trop généreux dans ce genre de choses?
Assurément, je pense que de toute façon, pour le coup, dans toutes les amours au féminin, dans toutes les amours possibles, on peut être dans l'excès. Cela dit, pour ce qui concerne la différence, pour revenir à la différence entre l'amour et la RSE, moi je porte parfois un regard en fait sur la RSE qui est grosso modo celui de l'amour passé entre les mains d'un ingénieur qui a processé le truc en mettant les choses dans les cases. Je suis très heureux d'être dans le label ici et très heureux d'avoir poursuivi la démarche parce que ça permet de prendre un peu de distance raisonnable justement pour ne pas tomber dans l'excès d'amour sans pour autant être dans les indicateurs 100% chiffrés parce que tout n'est pas chiffré sur le sujet et ça permet, comme tu l'as évoqué il y a quelques instants, de ne pas oublier parce qu'à un moment donné l'amour c'est aussi, pour le coup c'est même comme avec des enfants, c'est de donner un peu trop à l'un en oubliant l'autre, etc. et surtout de ne pas tomber dans cette... Merci. Hélène, tu voulais réagir? Oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une démarche d'équilibre et que il y a les émotions, il y a ce qu'on ressent, ce qu'on arrive à partager, les émotions qui sont nécessaires à entraîner des collaborateurs, des clients, des fournisseurs dans une démarche plus bienveillante. L'intérêt de la démarche RSE, c'est aussi et peut-être surtout d'être comme des outils qui nous permettent de ne pas se focaliser sur une seule partie prenante, mais de bien trouver l'équilibre entre les fournisseurs, les clients, les collaborateurs, l'environnement, le territoire en général, et de s'ouvrir les yeux sur cet ensemble de parties prenantes et pas uniquement, parce que des fois l'amour passionné, on a un peu des œillères, c'est de rouvrir les yeux et d'élargir carrément les œillères. Merci. Madame, il y avait une question là-bas. Oui, je suis arrivée un peu en retard, donc vous en avez peut-être parlé, mais est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez des liens avec les gens qui sont dans une démarche un peu proche, en particulier autour de l'économie de communion? Alors, la question pour Hélène, c'est est-ce que vous avez des liens avec des entreprises qui se réclament de l'économie de communion, qui se réclament de l'économie de communion dans un sens religieux ou non, de communion, d'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris la dernière phrase. Est-ce que vous êtes proche d'entreprises qui ont une démarche d'économie de communion? Alors, je vais répondre en... Je suis désolée parce que je comprends pas ce que c'est. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est l'économie de communion? C'est une démarche économique où le chef d'entreprise vise l'unité dans tous ses rapports avec les parties prenantes et y compris qui va jusqu'à la confraternité avec ses concurrents. D'accord, donc une démarche économique dans laquelle le chef d'entreprise vise l'équité? L'unité. Avec l'unité, allez, on va redire la question. L'économie de communion. Donc l'économie de communion, c'est un chef d'entreprise qui décide de pratiquer la coopération et l'unité avec toutes ses parties prenantes, donc internes et externes, et qui peut aller jusqu'à la confraternité avec ses concurrents. Oui, donc de supprimer tout ce qui est conflictuel et concurrence, etc. et être vraiment dans une logique de communion, donc à tout point de vue. Hélène, tu voulais répondre? Alors, je suis basée à Nantes et on dit souvent le jeu à la nantaise, c'est quelque chose de fort et c'est je trouve quelque chose qui est ancré sur le territoire, c'est-à-dire qu'on se considère plus entreprises du même secteur comme des acteurs qui allons le développer ensemble plutôt que comme des concurrents. Et il nous arrive très fréquemment de participer à des événements ensemble ou à monter des solutions ensemble pour mieux répondre à un besoin client, que ce soit avec des acteurs du territoire d'ailleurs ou avec des acteurs de notre secteur d'activité. C'est quelque chose qu'on pratique très souvent, une pratique commune pour mettre nos forces ensemble pour aller chercher un objectif ensemble sur le territoire ou auprès de clients. Okay. Je ne sais pas si c'est ça la réponse que vous attendiez, si je réponds bien à votre question. Il n'y avait pas de réponse attendue, mais enfin, il y a eu une réponse. C'était bien le sens de la question. Alors oui, vas-y. Alors moi, donc pour le coup, c'est la première fois que j'entends la terminologie. Par contre, je pense que d'une certaine manière, tel M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je pense m'inscrire un peu dans le sujet avec un sentiment diffus d'interdépendance avec précisément les autres acteurs de mon territoire. Et là, je parle de territoire parce que
je suis dans la configuration La Rochelle, c'est 80 000 habitants, 160 000 habitants dans l'agglomération. Et grosso modo, et de surcroît, je travaille dans un secteur de niche sur lequel j'ai extrêmement peu de concurrents à chaque fois sur les niches sur lesquelles je travaille. Donc je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai adressé le sujet avec des concurrents, et c'est probablement un des sujets les plus difficiles quand on va dans la notion de communion avec l'ensemble de l'écosystème. En revanche, pour ce qui est tant de mes clients que des entreprises qui vivent sur le même territoire que moi, je vis ma démarche entrepreneuriale avec un sentiment constant, assez diffus, mais constant, que quand il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté, je vais avoir un effet d'onde et de vague qui va avoir un impact sur moi. Et donc, de fait, quand je choisis de faire repeindre mes bureaux, je vais faire un peu le locavore pour le coup sur la prestation de peinture, enfin tout plein de choses comme ça. Donc, est-ce que c'est véritablement d'économie de communion? Je ne sais pas, parce que c'est pas structuré comme tel. Je pense qu'il y en a un petit peu. Ok, on va passer au dernier sujet si vous voulez bien. Gardez votre question pour la fin. C'est pas une question, c'était juste un commentaire. Voilà. Pour traiter quand même dans les minutes qui nous restent des fournisseurs. Qu'est-ce qu'on peut donner comme amour à des fournisseurs? Est-ce que Evelyne, tu aurais un exemple à nous donner de ce qu'on peut faire pour ces fournisseurs par amour, de façon désintéressée, empathique? Nous, en fait, désintéressés, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, grâce à la démarche RSE, du problème des fournisseurs qui n'ont que 2 ou 3 clients. Et donc je parle de tout petits fournisseurs, et avec lesquels on était engagés en se disant si ça s'arrête avec nous du jour au lendemain, ça devient dramatique pour cette personne. Donc comment faire, quoi? Et on a essayé vraiment de mettre en place plusieurs choses. Donc déjà de présenter ce fournisseur à d'autres partenaires, clients, confrères, etc. pour qu'on ne soit plus le seul et unique client ou quasi le seul et unique client. Et puis on a eu une discussion avec ces fournisseurs pour inscrire de façon durable nos relations, et de telle sorte que justement il n'y ait pas un risque à un moment donné que ça s'arrête pour une question de tarif, d'aménagement, d'horaire, de tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, ça c'est quand même grâce à, alors il y a un petit peu d'amour dedans, mais c'est grâce à la démarche RSE et à la préoccupation de l'ensemble des parties prenantes qu'on a travaillé sur ce sujet. Tous les fournisseurs ou seulement ceux que vous aimez bien? Oui, non, mais en fait, je pense quand même à 2 fournisseurs et un en particulier. C'est des fournisseurs avec lesquels on travaillait déjà depuis longtemps. Je parle pas du fournisseur one shot, quoi. Bon, là, c'est pas important pour lui. Il nous a une seule fois, mais bon, c'est pas grave. Je parle vraiment du fournisseur qui, depuis 3 ans, a 2 clients, dont nous, quoi. Et donc, c'est compliqué pour lui, quoi, si on s'arrête. Voilà. Ok. De même que nous, on essaye de pas avoir de clients qui nous... Voilà. On essaye de pas se retrouver nous-mêmes dans cette situation. Ok. Donc prendre soin du fournisseur, prendre soin de sa santé économique, faire en sorte que la relation puisse perdurer, comme elle l'a été depuis de nombreuses années. Hélène, un exemple du côté de Tipco? Oui, dans cet objectif d'avoir une relation pérenne avec nos principaux fournisseurs et ceux avec lesquels on est vraiment dans une démarche partenariale, pour aller ensemble et avancer ensemble, c'est un peu comme quand on projette de se marier, on essaie de se dire on a un projet commun. On a fait le choix d'inviter nos partenaires à partager notre vision de l'avenir et à la construire avec nous. Et notamment l'an dernier, lors de Vision, qui est notre événement interne où on réunit à peu près 500 collaborateurs. C'était le cas également le Vision précédent, 18 mois avant. On a invité une cinquantaine de partenaires à partager cette journée-là avec nous. Et au-delà du temps où, un peu traditionnel, la direction de Tipco expose dans quel sens elle a envie d'aller et quelle est sa vision de l'avenir, donc ils ont pu assister à ça. Ils ont surtout participé au grand forum qu'on avait organisé l'après-midi avec l'ensemble des collaborateurs et de ses fournisseurs sur 48 questions d'avenir pour Tipco, que ce soit autour de l'éco-responsabilité, nos métiers demain, enfin voilà, des questions qui sont fondamentales dans notre avenir commun. Et donc ils ont participé au World Café avec nous pour chercher des solutions ensemble. Okay. Voilà, donc, on se dit que c'est une manière de les amener avec nous, de les embarquer avec nous dans
dans l'avenir et construire une relation durable et posée sur des bases saines et transparentes. Quelle réaction de ces fournisseurs qui ont été invités du coup à travailler avec vous sur la stratégie, sur le business plan? Ils ont été surpris de l'ouverture. Alors, surpris oui, non, parce qu'ils sont habitués à ce qu'on échange avec eux, parce qu'on est partenaires depuis longtemps, mais en tout cas, contents d'avoir été invités, surpris de la transparence avec laquelle on échange avec eux, et puis ravis d'avoir pu échanger avec les types aussi qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas, enfin, autour de ce World Café, et d'avoir mis leur pierre à l'édifice dans la construction de TIPCO, avoir pu nourrir aussi la réflexion des dirigeants de TIPCO, donc soit à travers les échanges qu'ils ont pu avoir directement avec eux après.